Que nous a appris la crise sanitaire et les confinements successifs sur nos villes? Oui, alors en fait, ça nous a confirmé des choses qu'on connaissait déjà, hein. Du coup, ça a mis on va dire un coup de projecteur sur certains éléments. Donc, par exemple, si on peut prendre l'exemple, le fait qu'on a eu une mise sur arrêt d'une grande partie de l'activité économique, comme par exemple la diminution du trafic aérien ou routier, et ça a engendré une baisse de la pollution atmosphérique, sonore, olfactive en milieu urbain. Et donc, ça a souligné pour les citadins, finalement, le fait qu'ils vivaient dans un environnement pollué, bruyant. Et les résultats d'une enquête qui a été menée en France montrent que près de 84% des Français n'ont plus subi de nuisances sonores pendant le confinement. Ensuite, on voit que le vide est apparu dans les villes, hein, et du coup, ça a révélé le fait qu'on avait aussi un environnement qui était surchargé, qui était congestionné habituellement. On a pu voir la présence de beaucoup moins de voitures. Donc, les gens se sont dit, mais d'habitude, on est dans un environnement très, très occupé, en fait, hein, par les voitures. Et donc, du coup, conclusion que finalement, les gens vivaient dans un environnement peu amène en milieu urbain. Ensuite, la mise sur pause du pays, et pas seulement de la France, hein, mais d'un certain nombre de pays, a eu un effet sur l'intensité de vie des personnes, révélant que les citadins avaient des rythmes très, très importants. Et donc, on a vu que 82% des Français disent avoir ressenti un ralentissement général dans leur environnement de vie, donc les relations sociales, leur activité. Bon, troisième élément qu'on peut qualifier de révélation, hein, c'est qu'on s'est aperçu qu'il était très important d'avoir des services de proximité. Les gens ont redécouvert leur quartier qui est devenu l'Eldorado des relations sociales. Pour une raison simple, par exemple, en France, on avait un rayon d'1 kilomètre autour de son domicile qui était imposé lors des déplacements. Donc voilà, ça c'est une des choses, redécouverte de notre quartier et de l'importance du quartier, mais peut-être encore plus important, une mise en évidence d'inégalités infra-urbaines en termes d'équipements et de services de proximité. Ensuite, ça a évidemment révélé l'importance pour notre bien-être des relations sociales, de nos besoins de vivre avec l'autre, donc en gros l'instinct grégaire que l'on a tous en nous. Quatrième constat, c'est évidemment que ça a renforcé la demande de nature en ville, et on a vu apparaître sur les gros titres des journaux l'attrait de la nature à ville, la végétation en ville. Alors c'est le fait évidemment que comme on en a été privé dans notre chair, qu'on n'a pas pu se rendre dans certains parcs, qu'on n'avait pas la possibilité non plus de se déplacer pour aller au-delà de notre résidence, hein, on était restreint à 1 kilomètre, forcément on en a été privé, on l'a pas très bien vécu, on s'est aperçu que c'était important pour nous. Et en plus, il y a des citadins qui ont eu la chance de faire de nouvelles expériences de nature avec le calme, hein. Notamment, ils ont entendu le chant des oiseaux, ils ont aperçu certains animaux, ils ont vu que le monde végétal colonisait l'espace urbain et l'espace public. Et donc, quelque part, ça a révélé cet effet qu'a la nature sur notre bien-être en milieu urbain, mais aussi une reconnaissance de l'interconnexion des mondes vivants, on va dire, donc une prise de conscience de l'urgence écologique. Et en France, près de 70% des Français pensent que finalement, cette période de confinement, la période qu'on a traversée, va changer quelque chose dans notre manière de prendre en compte l'environnement et de le préserver. Juste pour ça. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire pour des constats de manière assez rapide. Le bien-être des habitants est l'enjeu des villes de demain. Pourquoi? Alors, il y a peut-être 3 raisons. D'abord, on n'a qu'à regarder la croissance démographique mondiale et en particulier la croissance urbaine. En 2050, hein, les Nations Unies prévoient que 68% des urbains peupleront la planète. Donc, ça veut dire que ça devient un enjeu majeur. Si on vit en ville, on a besoin de bien vivre. On ne peut pas vivre dans des lieux qui ne sont pas du tout amènes. En plus, deuxième raison, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Il y a un consensus autour du fait que cette crise sanitaire, elle a des causes anthropiques et que l'urbanisation galopante est un élément important. Il faut donc agir pour que ça ne se reproduise pas et essayer de minimiser les effets finalement de cette urbanisation. Et peut-être le troisième point, et pas des moindres selon moi,
on sait que les mots urbains ne sont que le reflet spatial des mots de notre société. Donc, ça signifie en gros que la ville, elle peut être considérée comme étant le reflet spatial de la société qui la façonne. Et donc, si on a mis en évidence des mots urbains au cours de cette période qui existaient déjà, mais qui se sont vraiment, révélés de manière intensive, en fait, on ne peut pas non plus agir en ne faisant rien. On s'est aperçu que le confinement a mis un coup de projecteur sur les mots de notre ville. Il a révélé, par exemple, qu'on était en surcharge environnementale, en surcharge virtuelle, qu'il y avait des inégalités très importantes entre le quartier. Il a révélé un certain mal-être des citadins et il a mis en évidence quelques pistes pour améliorer la situation des citadins. Donc, on ne peut pas mettre tout ça de côté et se dire, bah voilà, on va pas s'intéresser au bien-être des gens alors qu'on est conscient maintenant qu'il y a quand même un malaise. Et donc, ma proposition, c'est évidemment de remettre l'humain au cœur de l'aménagement urbain, en ayant comme objectif d'améliorer le bien-être des citadins. Et en fait, en prenant cette voie, ça ouvre de nouvelles opportunités d'action. Et ça permet aussi de reconnaître les interactions entre le bien-être des non-humains et le bien-être des humains. Et aujourd'hui, vraiment, on ne peut pas passer à côté de cela. Comment mesurer le bien-être? Pour mesurer le bien-être, il y a plusieurs manières déjà de mesurer le bien-être, puisqu'il y a plusieurs approches du bien-être. On va parler du bien-être eudémonique, du bien-être hédoniste, du bien-être universel, du bien-être contextualisé, subjectif, objectif. Donc, en fonction, en fait, de la manière dont on définit le bien-être, on aura différentes manières de le mesurer. Bon, il est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment les éléments qui sont constitutifs potentiellement du bien-être des citadins. Et donc, j'ai mis en place un outil qui s'appelle l'outil Tell Me et qui permet de déterminer, à partir d'un jeu de cartes, les éléments qui sont les plus importants pour le bien-être d'une personne ou un groupe de personnes sur un territoire. Du coup, ça permet de connaître quelles sont les attentes et les besoins des citadins. Ensuite, de regarder, comme chaque carte représente un élément dont on va avoir une donnée géolocalisée, de voir si cet élément est présent ou pas sur le territoire dont on est en train de faire le diagnostic. Et s'il n'est pas présent, de se dire, ah oui, est-ce que cet élément est vraiment important? Est-ce qu'on peut agir dessus en termes de politique publique, créer un nouvel aménagement? Et dans ce cas-là, avoir des mesures de politique publique ou des actions tout simplement. Ça peut être aussi des actions citoyennes pour améliorer le bien-être. Donc, en fait, c'est un outil qui nous permet finalement de se dire, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les gens soient bien sur leur territoire de vie, en milieu urbain? Et une fois qu'on connaît les éléments, en fonction des populations cibles qu'on va avoir de notre politique, on peut agir et se dire, ah ben oui, effectivement, ils ont besoin de ça et en fait, il manque ça, donc peut-être qu'on peut faire comme ça. Alors, c'est une manière d'agir pour les acteurs territoriaux, mais ça permet aussi d'impliquer les citadins dans le processus, finalement, de formation de la vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que être un urbain, pour moi, c'est être capable de mettre son pas dans le pas de l'autre, donc de pouvoir s'allier à la temporalité de l'autre, à la demande de l'autre. Et donc, cet outil-là est à ce moment-là assez intéressant de ce point de vue-là. Quelles sont les actions prioritaires pour favoriser le bien-être dans les villes? Alors, évidemment, vous serez d'accord avec moi assez facilement pour dire que, en fonction du contexte géographique, culturel, des populations qui vivent dans une ville, on va avoir, comme on a de très grandes hétérogénéités de situations, et qu'on a aussi une variabilité des préférences des individus, les actions prioritaires, elles vont dépendre finalement des populations locales qui vivent en ville, mais elles vont dépendre aussi de la situation et des contextes géographiques. Donc ça, c'est le premier point. Mais une fois qu'on a dit ça, on se dit, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont indispensables et des actions qui pourraient être aujourd'hui prioritaires pour que les citadins aillent mieux. Parce que c'est vrai qu'on a une variabilité des préférences entre vous et moi, on n'aura pas forcément les mêmes préférences, besoin de la même chose pour être bien en ville, mais quand même, globalement, on voit des grandes tendances. Alors,
d'abord, en écoutant les habitants, les enquêtes qu'on a pu mener en France montrent que pour inciter les gens à rester en ville, parce que c'est une question aussi aujourd'hui, rendre les villes plus attractives et faire en sorte que les gens vivent mieux en ville, ils ont besoin d'un certain nombre d'éléments. Et les éléments qu'on va relever, c'est par exemple qu'ils attendent d'avoir un environnement sain et sans nuisance, d'avoir un minimum d'espace naturel, de pouvoir avoir accès à la nature en milieu urbain. Donc, ça peut être les parcs et les jardins, par exemple. Ensuite, ce que relèvent les enquêtes aussi, c'est que pour être bien sur leur territoire, une des actions prioritaires, c'est rendre accessibles les services de santé au plus grand nombre, donc éviter évidemment ces inégalités socio-spatiales qu'on peut observer. Ensuite, le niveau de sécurité apparaît comme un élément qui fait consensus pour être bien en milieu urbain. Donc peut-être que dans certains espaces urbains, dans certains quartiers, il y a peut-être une action à mener à ce niveau-là et de faire participer la population aussi dans cette action-là. Ensuite, l'accessibilité du territoire, c'est assez classique. Si on regarde un peu ce qui se passe dans certaines villes, on s'aperçoit au cours des 2 dernières années, et encore plus depuis le début de cette crise, une fois la crise, on va dire pas amortie, mais où on était dans le vif du sujet et que les acteurs territoriaux ont pu voir un peu ce qui se passait sur leur territoire, ils se sont aperçus que la question du bien-être était importante. Et donc, il y a certaines collectivités qui veulent mettre en place une démarche en fait de bien-être en milieu urbain. Et on peut penser évidemment à cette expérimentation à Lyon sur le baromètre du bien-être, qui serait un outil qui permettrait de prendre des décisions en termes de politique publique et d'aménagement urbain. Donc, en gros, on a des initiatives concrètes dans certaines villes. Et puis, peut-être se rappeler aussi qu'une des actions prioritaires, c'est finalement de préserver la santé des humains. Et pour préserver la santé des humains, il faut protéger les écosystèmes et la biodiversité. Là, plus personne peut dire le contraire. Donc, en gros, on a un changement et une prise en compte de cette question du bien-être relativement large par les élus. C'est ce que j'ai pu observer au cours de ces derniers mois, vraiment.